Bien, ici, je vais présenter mes excuses à mes élèves du cours de l'EPHE dans la mesure où je vais donner quelques repères sur l'histoire des royaumes de Couche, qui ne va pas leur apprendre grand-chose, mais c'est peut-être nécessaire pour des gens qui ont découvert ce cours sans avoir forcément une connaissance de l'histoire du Soudan ancien. Donc je vais faire cela assez rapidement. Donc, par cette image des deux pays, des deux terres qui se sont connues, qui se sont affrontées très très souvent, qui se sont envahies l'une l'autre, le royaume d'Égypte et le pays de Couche. Alors, le premier royaume de Couche historiquement connu, c'est d'ailleurs le premier État historique d'Afrique subsaharienne, c'est le royaume de Kerma, qui apparaît vers 2500 aux alentours de la troisième cataracte du Nil. Voici une maquette de la ville de Kerma vers la fin de son existence. On y voit au centre en blanc le grand temple de la ville qu'on appelle la Befoufa. Et puis des maisons plutôt quadrangulaires, ce qui est un héritage égyptien, une influence de l'architecture égyptienne, puisqu'au départ on avait des édifices ronds, hein, mais il reste effectivement quelques édifices ronds, comme la salle d'audience du roi. Et puis vous voyez, des fortifications qui zigzaguent, qui sont très souvent des palissades au départ qui ont été couvertes de pisé. On a affaire à une architecture qui rappelle énormément ce qu'on appelle l'architecture sahélo-soudanaise, qui est représentée notamment par les grandes mosquées maliennes. Mais la différence effectivement de temps et d'espace fait qu'on ne sait pas effectivement quels sont les jalons entre ces deux architectures. Le royaume de Couche est appelé par les Égyptiens la terre de l'arc. Et effectivement, les archers de Couche sont extrêmement redoutés pour leur habileté et ils fournissent les armées égyptiennes en mercenaires jusqu'au Nouvel Empire. Vous avez ici la momie naturelle, puisqu'on ne momifiait pas de manière artificielle au Soudan, d'un très jeune archer qui a été retrouvé, vous voyez, relativement bien conservé, avec la main encore sur la corde de l'arc qui, elle, a disparu. Alors, grâce à ces armées, les Couchites vont menacer les Égyptiens. Mais vers 1500 avant Jésus-Christ, ils ne peuvent résister à un nouvel assaut des Égyptiens qui s'empare de l'ensemble du pays de Couche. Donc nous sommes sur la 18e dynastie pharaonique et le pays de Couche vient donc de succomber à la mainmise des Égyptiens. Cette colonisation égyptienne, qui va durer à peu près 600 ans, hein, n'est pas une colonisation de peuplement. C'est un petit peu le même principe que l'indirect rule de la colonisation britannique. On utilise les élites, on garde les élites à la tête de l'administration du pays, mais on s'arrange pour qu'économiquement, on puisse tirer profit de ces colonies. C'est le cas donc en Égypte, où le plus important pour le vice-roi de Couche, qui est nommé par le pharaon sur cette nouvelle terre, c'est de pouvoir collecter l'impôt pour présenter le tribut de Couche devant le pharaon chaque année. Vous en avez ici une représentation devant le pharaon Ramsès II, tirée du temple de Beit el-Wali, et on voit les différents produits qui sont convoités par l'élite égyptienne. Il s'agit évidemment de l'ébène, par exemple, un bois imputrescible. Il s'agit de l'ivoire, dont on voit ici des défenses d'éléphants, des plumes d'autruche, des produits manufacturés comme des chaises, des boucliers, et puis également des animaux vivants ou morts comme les peaux de panthère. Enfin, tous ces objets, tous ces produits vont servir donc soit pour l'élite égyptienne pour son luxe privé, soit pour les cultes, soit pour des cadeaux diplomatiques qui se retrouveront jusqu'au Moyen-Orient.
Vers 900 à peu près, entre 1000 et 900, les Égyptiens qui ont d'énormes problèmes au nord avec les Libyens se retirent de Couche. Profitant donc de ce retrait, une petite principauté naît dans la région entre la troisième et la quatrième cataracte, qui est là où se trouve la ville de Napata. Donc sur cette terre de Napata va se créer une petite principauté très égyptianisée qui emprunte à l'Égypte son idéologie, sa structure administrative, et qui devient très très rapidement extrêmement efficace, notamment sur le plan militaire. 723 avant Jésus-Christ, l'Égypte est complètement conquise par les rois de Couche et plus particulièrement par le roi Pianki. Donc il fait ériger au Djebel Barkal, la montagne qui domine Napata, cette grande stèle qui, ironie du sort, est aujourd'hui au musée du Caire, alors que c'est un des monuments principaux de l'histoire soudanaise. Nous y voyons d'ailleurs les rois d'Égypte, puisqu'à cette époque l'Égypte, au moins dans le delta, est divisée entre plusieurs petits royaumes. Nous les voyons donc ici prosternés devant l'image du roi, qui a été effacée d'ailleurs par la suite. Alors il est intéressant de noter qu'ici, tout est en écriture égyptienne, en langue et écriture égyptienne, y compris le nom du roi, qui a été tellement bien transcrit en égyptien qu'on a longtemps cru que c'était un nom égyptien, Pianki signifiant le vivant. En fait, c'est un mot méroïtique qui signifie le chef. Vers 664 avant notre ère, les Napatéens, les gens de Napata, sont chassés d'Égypte par les Assyriens. À partir de cette époque, ils ne régneront plus que sur le territoire soudanais, nubien et soudanais, c'est-à-dire en dessous de la première cataracte du Nil. C'est une chose relativement peu connue que, par exemple, à l'époque où règne en Égypte un pharaon qui est la reine Cléopâtre, qui s'est donc imposé comme pharaon, eh bien nous avons un autre pharaon, Térytékas, qui lui règne sur le Soudan et qui se proclame également fils de Ré, seigneur de Haute et Basse Égypte, etc. Ici, nous voyons le quatrième roi de cette nouvelle dynastie napatéenne. On appelle dynastie napatéenne finalement cette dynastie qui succède à la 25e qui a gouverné l'Égypte, mais qui, elle, ne gouverne que sur le Soudan. Vers 280-270 avant Jésus-Christ, la nécropole royale est transportée de Napata à Méroé. Il faut dire que Méroé, depuis 3 siècles, était déjà la capitale administrative, les Égyptiens ayant lancé un raid après la dynastie des pharaons noirs et détruit en partie Napata. Donc la cour royale s'est retirée à 350 km au sud-est, dans la région de Méroé, qui va devenir donc, qui va accueillir la nécropole royale, comme vous le voyez ici. Donc on parle à ce moment-là de royaume de Méroé, mais il s'agit en fait de la même civilisation, et la différence entre royaume de Napata et royaume de Méroé ne tient finalement qu'à la position de la nécropole royale. Alors, petit à petit, tout de même, le fait que nous ayons des élites qui sont issues du terroir autour de Méroé, le fait que la dynastie royale s'enracine à Méroé, va faire que l'importance du sud du royaume va grandir et l'influence égyptienne, au contraire, va diminuer. Et donc on va par exemple voir apparaître de nouveaux dieux qui sont là probablement depuis longtemps, mais qui n'étaient pas officialisés par les rois napatéens. On va surtout voir apparaître l'écriture, après des millénaires d'existence, de la langue méroïtique. On ne va plus utiliser l'égyptien comme c'était le cas auparavant, nous l'avons vu dans la stèle de Pianki, mais on pourra écrire directement en méroïtique. Alors le méroïtique devient donc, à partir en gros de la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'écriture officielle. Et nous voyons ici, par exemple, sur cette très jolie petite stèle
qui vient du temple du lion à Méroé et qui aujourd'hui est conservé au Waters Art Museum de Baltimore, hein. Nous y voyons effectivement des inscriptions en cursive encadrant la tête du roi Taneï Damani. Alors notons que c'est quelque chose qui en Égypte ne se trouve pas. La cursive, c'est-à-dire le démotique, n'est pas utilisé dans les textes officiels de cette sorte. On va utiliser les hiéroglyphes. Sauf que, effectivement, les hiéroglyphes, pour l'instant, n'existent pas encore dans l'écriture méroïtique. Donc cette écriture va être utilisée jusque la fin de Méroé et après d'ailleurs encore quelque temps, hein. Cette fin de Méroé se produit vers 330-350 après Jésus-Christ et elle est due à deux invasions. D'une part l'invasion du royaume abyssin, aujourd'hui nous utilisons le terme d'Éthiopien, mais j'aurai l'occasion de revenir dessus, donc le royaume abyssin d'Aksum. Mais les Aksumites ne restent pas très longtemps sur ces terres conquises à Méroé et finalement laissent le pays à une autre ethnie qui a envahi depuis l'ouest le royaume de Méroé, les Nuba. Donc c'est Nuba, hein, c'est un nom en fait méroïtique qui veut dire esclave, et ce n'est pas évidemment leur véritable nom, mais le nom va être récupéré en grec et du coup le terme de Nubien va naître de là. Normalement les Nubiens ne sont pas des Couchites, ce sont ceux qui leur ont succédé, mais il est vrai qu'on trouve souvent le terme de Nubien et de Nubie pour désigner les peuples anciens du Soudan, quels qu'ils soient. Donc le premier grand roi nubien connu par son nom, vers 450, c'est le roi Nubad Silko. Nubad, c'est-à-dire des tribus du nord du Soudan. Nous le voyons ici sur un graffito particulièrement élaboré à cheval, triomphant, avec une victoire ailée, ce n'est pas un ange, hein, avec une victoire ailée, lui desservant une couronne qui est une couronne pharaonique tout de même. Mais nous avons là une rupture culturelle bien marquée, dans la mesure où la nouvelle écriture qui va triompher, ce n'est pas le méroïtique, qui va être encore un tout petit peu utilisé, puis va finalement se déliter complètement, hein. C'est le grec, hein. Nous voyons ici l'inscription triomphale de Silko dans le temple de Kalabcha, hein, d'où venait le graffito précédent, hein, et qui commence par Ego, Silko, hein, Basiliskos, Olon, Ton, Nubadon, Kai, Aethiopion, hein. Moi, Silko, roi de tous les Nubades et de tous les Éthiopiens, hein. C'est le terme, effectivement, qu'on utilise dans l'Antiquité pour désigner en grec le royaume de Méroé. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'il sera utilisé pour l'Abyssinie et qu'on aura ce nom d'Éthiopie qui va changer de position en quelque sorte en Afrique. Venons-en donc à l'écriture